tous, soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Votre invité a obtenu, avec une mention très bien, une maîtrise d'histoire ou encore obtenu une autre maîtrise d'histoire en polémologie à l'université Panthéon à la Sorbonne à Paris. De 1990 à 1992, il intègre l'école supérieure de journalisme à Lille, puis tout s'enchaîne pour lui, grand reporter, puis rédacteur en chef adjoint à France Football, chroniqueur à RFI de 2010 à 2013, journaliste, éditeur à l'équipe, mais aussi directeur éditorial adjoint en charge des sports chez Editis, place des éditions Solar Éditions. Il est l'auteur de nombreux ouvrages tels que Un siècle de football aux éditions Calman-Lévy, Les mots du sport en 1995 aux éditions Le Seuil, Le roman noir du PSG en 2000 chez Calman-Lévy, Pour l'amour du jeu, Où va le foot français en 2006, toujours aux éditions Calman-Lévy. Il s'agit de Jean-Philippe Bouchard. Il vous présente son tout dernier livre qui va bien avec l'actualité forte du moment, la Coupe du Monde de football en Russie notamment. L'ouvrage se nomme Dans la tête de Didier Deschamps, tous ses secrets d'entraîneur aux éditions Solar. Jean-Philippe Bouchard, bonjour à vous et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Oui, bonjour. Comment allez-vous, Jean-Philippe? On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Fort bien, comme à la veille du monde, événement, une pied en haleine tous les 4 ans. Jean-Philippe Bouchard, quel regard portez-vous sur le journalisme sportif aujourd'hui par rapport à hier? Oui, quels sont pour vous les grands changements, les différences que l'on pourrait y faire? Le journalisme sportif dans son ensemble n'a pas fondamentalement changé. Je pense qu'on a affaire à des gens qui sont journalistes d'une part, mais aussi passionnés de sport et qui ont une relation très très forte à leur matière première. Après, il y a une nuance à apporter, c'est que on ne parle pas du tout de la même chose si on parle d'un journaliste sportif qui est spécialisé dans l'aviron ou quelqu'un qui parle de football et a fortiori de l'équipe de France de football. L'équipe de France de foot, ça dépasse tous les cadres et on n'est plus dans le cadre quasi du sport en fait. C'est quelque chose qui va concerner tous les Français, qui mobilise tout le monde, qui génère beaucoup de passion, même d'hystérie, et tout le monde a un avis finalement sur l'équipe de France, alors que les anciens confrères de l'équipe, quand ils parlent d'athlètes, voilà, ils peuvent travailler en toute quiétude, il n'y a pas de souci. Dès qu'on va parler et commencer à donner des infos sur l'équipe de France de football, tout de suite ça prend une ampleur considérable. Vous avez donc écrit un ouvrage sur l'actuel sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps. On va y revenir dans quelques instants. Parlons un peu de cette Coupe du Monde. Comment sentez-vous cette équipe de France pour ce mondial en Russie? Vous la sentez comment? C'est probablement une équipe de France qui est plus talentueuse qu'il y a eu dans l'histoire. Et je pèse mes mots. C'est-à-dire que là, on a une génération incroyable avec des jeunes joueurs qui arrivent comme ça, qui déboulent dans le paysage à une vitesse incroyable. Il y a Mbappé évidemment, mais aussi Dembélé, Neymar, et en plus il y a des blessés. Malgré ça, il y a des blessés. Et donc Oui. on a une concentration de talent exceptionnelle. Après, la vitalité, l'enthousiasme de la jeunesse a un pendant, c'est que effectivement, elle est un peu inexpérimentée par rapport aux grandes compétitions. Voilà. Donc, est-ce que le talent compensé d'une expérience? C'est la question qui va se poser pendant la Coupe du Monde. On va voir, mais c'est vrai qu'elle est extrêmement prometteuse. Un pronostic pour les hommes de Didier Deschamps? Les quarts, les demi, la finale peut-être? Non, mais forcément, on est dans Deschamps est dans une logique de progression. Quart de finale à la Coupe du Monde, finale à l'Euro, on a envie de voir plus loin. Je pense que l'objectif affiché, c'est d'atteindre les demi-finales. Après, c'est tellement proche. Franchement, ça tient à quoi un résultat en foot. Quand on regarde la finale de l'Euro, si Gignac avait tiré pas sur le photo million de buts, je pense que la France serait championne d'Europe. Donc après, sur un match, ça tient tellement peu de choses. Ce qui est sûr, c'est qu'une demi-finale sera un résultat très dynamique
Jean-Philippe Bouchard, selon vous, quelle est ou sont les sélections qui peuvent créer la surprise lors de ce mondial? Est-ce que vous voyez des sélections, je sais pas, comme par exemple le Maroc? Je dis voilà, c'est un exemple. Le Maroc, Hervé Renard, on connaît un petit peu l'homme ici en Franche-Comté notamment, où il est passé à Sochaux, un peu le magicien. Voilà, des équipes comme ça, ils peuvent créer la surprise, passer ces phases de poule ou pas du tout? Alors, ça fait longtemps qu'on attend une équipe africaine au rendez-vous en Coupe du Monde et là aussi il y a beaucoup de talent en foot africain. C'est toujours un peu compliqué quand les équipes africaines arrivent dans les phases finales des grands tournois. Elles ont un peu de mal à se hisser au niveau de l'exigence et de la répétition des efforts. Hervé Renard lui aussi est inexpérimenté à ce niveau-là, donc ça va être des découvertes. Là aussi, il y a du talent, beaucoup de talent pour cette équipe du Maroc. Oui, on peut les voir sortir de poule. Aller plus loin, beaucoup plus loin, ça paraît compliqué quand même. Lorsque vous n'écrivez pas, par exemple, et que vous avez le temps de vous poser, qu'est-ce que vous aimez faire et quelles sont vos passions? Ah pareil, je trouve que j'écris sur le sport, mais que j'en fais pas mal aussi. Ah, bien ça. Donc voilà, je consacre dans mon temps libre, il y a pas mal de vélo, plus voilà, on va dire que c'est de la balade, mais c'est de la balade sérieuse, au-delà de 100 km quand même, voilà, donc c'est des choses comme ça, je cours, je nage, il y a pas mal de sport dans mon temps libre. Bon, c'est bien, c'est la natation, c'est très très bon. Le vélo, c'est encore mieux. Il va y avoir le Tour de France en juillet prochain. Voilà, vous avez de quoi vous occuper également, hein, Jean-Philippe. Oui, j'ai coutume de dire, au sport, il y a ceux qui en parlent et ceux qui en font. J'essaie d'avoir les deux côtés. Jean-Philippe Bouchard, qu'est-ce qu'il aime lire et comment on peut y retrouver dans sa bibliothèque? Là, si on vient chez vous, on s'installe, voilà, et qu'est-ce qu'on peut y voir dans votre bibliothèque? Alors, vous allez trouver pas mal d'auteurs américains, notamment des polars américains. Je suis friand de Michael Connelly, de James Ellroy, voilà. Et puis, je suis avec avidité tout ce qui est publié en Scandinavie. Voilà, un tropisme un peu sur les auteurs scandinaves, et j'ai une tendresse particulière pour l'Islandais Arnaldur Indridason et puis pour le Finlandais Pasilina. Jean-Philippe Bouchard, intéressons-nous cette fois-ci à votre dernier livre, Dans la tête de Didier Deschamps, tous ses secrets d'entraîneur, aux éditions Solar. Comment vous est venue l'idée d'écrire cet ouvrage sur Didier Deschamps? C'est venu à la suite de nombreuses réflexions qu'on a pu entendre au cours des années. Moi, il se trouve que j'ai suivi Didier Deschamps comme joueur. Hein. Moi, j'ai commencé à l'équipe. Il était joueur de l'OM. Donc, j'ai vu beaucoup. Et je l'ai vu se construire un palmarès d'abord de joueur, puis d'entraîneur. Et à chaque fois, il y avait une réticence par rapport à ses performances. Comme joueur, on se dit, ah bah oui, mais c'est un milieu de terrain qui ne marque pas de but, on se demande à quoi il sert. Et puis le jour où il a arrêté en équipe de France, c'est-à-dire en 2000, s'en sont suivis la catastrophe de 2002 à la Coupe du Monde et les performances très moyennes à l'Euro 2004. Et donc en fait, on s'est aperçu de son importance de joueur une fois qu'on l'a enlevé de l'équipe, enfin, une fois qu'il a arrêté sa carrière internationale. Et comme entraîneur, c'est pareil. On a l'impression que le fait qu'il a les meilleurs résultats d'un sélectionneur en équipe de France, statistiquement. Il y a une grosse partie de statistiques dans mon livre. Et objectivement, statistiquement, c'est lui qui a le plus grand nombre de buts marqués, le plus grand nombre de matchs gagnés. Enfin voilà, c'est objectivé. Et malgré tout, il est toujours l'objet de critiques. Ah bah oui, mais ça pourrait jouer mieux, ou pourquoi il n'a pas pris un tel. On a l'impression qu'il n'y a pas d'adhésion à son personnage, il y a un peu un délit de sa gueule. Et donc j'avais envie de corriger ça de manière non scientifique, au moins pragmatique, avec des faits, beaucoup de faits et des données irréfutables. Jean-Philippe Bouchard, comment s'est passée ensuite la phase d'écriture en termes de chapitres, le choix des sujets, des questions qui se posent dans cet ouvrage? Comment ça s'est passé? Racontez-nous. En fait, j'ai essayé de décortiquer un peu
a une ligne de conduite, a une méthode, a les pieds extrêmement bien ancrés dans la terre. C'est un pragmatique. Voilà. Et donc, moi, le cadre que je me suis proposé d'étudier, c'est d'abord de voir comment il choisissait les équipes qu'il allait entraîner. C'est-à-dire que Deschamps, il ne va pas dans un club où il ne va pas prendre la sélection au hasard, il va choisir le bon moment. Ce n'est pas une ambition personnelle, il veut choisir une équipe qui peut gagner. Il n'ira jamais recevoir un pont d'or pour faire de la figuration. Il veut gagner. Voilà. S'il s'inscrit dans une compétition, c'est qu'il pense qu'il peut la gagner. Donc il est extrêmement lucide là-dessus, et donc il veut les moyens nécessaires à une ambition de victoire. Donc ça, c'est le premier point. Comment il choisit ses équipes, comment il choisit les hommes qui l'entourent. Là aussi, c'est très important parce qu'il n'est pas quelqu'un de tout seul, il a constitué un groupe autour de lui, et comment il le fédère, comment il le mobilise, ça c'est aussi sa méthode. C'est pas un homme seul, ça c'est très important. Voilà, comment il choisit ses joueurs. Évidemment, c'est là où il y a le plus de polémique parce que pour 23 joueurs qu'on va sélectionner, et ben il en a laissé une quarantaine de côté, hein, qui légitimement pouvaient espérer figurer en équipe soit de France, soit simplement club. Voilà, les critères qui participent au choix des joueurs. Et puis aussi un chapitre qui concerne la communication de Deschamps. Il est connu pour sa langue de bois et pour ne rien dévoiler, ne pas lâcher, ne pas donner d'aspérité. Vous ne le trouverez pas sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est pensé, c'est réfléchi. Voilà. Et c'est ça que je voulais mettre en lumière, sa méthode de travail. Alors on va parler également de lui, de Didier Deschamps, et notamment du jeu qu'il propose. Souvent, il y a débat sur le système et les principes de jeu mis en place par Didier Deschamps. Qu'en pensez-vous de tout ça? Alors Didier Deschamps, j'ai dit tout à l'heure, est un pragmatique. C'est quelqu'un qui va réfléchir en fonction des moyens qu'il a à sa disposition et de l'adversaire. Ça, c'est un des fondements de ce que José Arribas puis Jean-Claude Suaudeau ont installé à Nantes, le fameux jeu à la nantaise. Et Deschamps, finalement, est un petit héritier de ça. C'est la capacité à s'adapter à l'adversaire. Donc, il n'y a pas d'idéologie tactique chez Deschamps. C'est-à-dire qu'il ne va pas préférer un système plutôt qu'un autre, rentrer dans un style de jeu systématique. C'est absolument pas un entraîneur idéologue, c'est pas un ayatollah de la tactique, 4-4-2, 4-3-3, il va s'adapter aux circonstances, s'adapter aux joueurs, s'adapter à l'adversaire, et donc c'est quelqu'un qui est, on va dire, qui a des choix modulables, qui va chercher le plus possible la polyvalence et la polyvalence et l'évolutivité dans le choix tactique de son équipe. Vous relevez une question qui souvent se pose. Pourquoi est-il souvent qualifié de chanceux? C'est vrai qu'on l'entend assez souvent. Didier Deschamps, il est chanceux. Parce que justement, il y a cette petite réticence à son égard depuis longtemps. C'est-à-dire que quand il était joueur, il a le plus beau palmarès du football français comme joueur. On va dire il a de la chance, peut-être. Mais il a aussi fait ce qu'il fallait pour. C'est-à-dire qu'il s'est rendu indispensable dans cette équipe. Il était le capitaine de toutes les équipes dans lesquelles il a évolué. Il a fait des clubs, il a gagné. Ah oui, top joueur. C'est pareil. Mais il a appris. C'est-à-dire que il a appris de ses erreurs. Ce que j'ai expliqué dans mon livre, c'est qu'il y a eu au moins une fois de la chance. Vraiment de la chance. Et après sa première année à Monaco. Quand il part entraîner Monaco, il a pratiquement pas la carrière de joueur, il est blessé, mais bon, voilà, c'est très soudain. Il arrive et il commet beaucoup d'erreurs à Monaco, d'inexpérience, il n'arrive pas bien à gérer le groupe, enfin bon bref. Et sa première saison est décevante en fait, très décevante. Et la chance qu'il a, paradoxalement, c'est qu'à l'époque, Monaco a pas de fonds, a pas de liquidité et il ne peut pas le licencier. Et donc, finalement, grâce à ce manque de moyens de Monaco, il va rester une année de plus, et là, il va apprendre de ses erreurs. Donc là, peut-être que, là, oui, je suis d'accord, il a eu de la chance à ses débuts, à ce moment-là. Après, la capacité à apprendre de ses erreurs, à ne pas les reproduire, et à se donner les moyens de ses ambitions, c'est pas de la chance, c'est du calcul. Il y a quelques semaines, on
On a vu, on a écouté Didier Deschamps, sa liste des joueurs qu'il allait emmener en Russie, avec notamment également la liste des réservistes. Ça a fait la une des journaux, une nouvelle fois. Je pense que vous allez voir où je vais en venir. On ne pouvait pas passer à côté de ça, bien sûr de ce sujet, la non-sélection de Karim Benzema, qui pourtant, en club, avec le Real Madrid de Zinedine Zidane, a plutôt fait une saison plus que correcte. Ma question, elle est... Il a terminé en beauté, puisqu'effectivement, il marque un but en finale de Ligue des Champions, et que ça fera un palmarès considérable. Après, sa saison globale au Real, elle n'a pas été géniale. Benzema, il a commencé à être de plus en plus remplaçant. Il a très peu marqué. Et je dirais que le cas Benzema, finalement, il était entendu depuis un moment. C'est-à-dire que Deschamps, après l'avoir soutenu envers et contre retour en équipe de France, a dû se résoudre à séparer lui au moment de l'affaire de la succès. Et les solutions qu'il a trouvées pour le remplacer ont très bien fonctionné. Donc, il n'allait pas rappeler un joueur qui avait connu une énorme période de débilité, quasiment un an et demi sans marquer en équipe de France. Il n'allait pas rappeler ce joueur alors que les autres avaient très bien rempli leur contrat. Et que Griezmann notamment prenait une place considérable en équipe de France. Le cas de Benzema, d'une certaine façon, il était à peu près entendu. On avait bien vu, on a constaté pendant plusieurs années que le style de jeu de Benzema s'adaptait assez mal à ses positions en équipe de France. Mais l'osmose ne prenait pas quand même. Oui, mais Didier Deschamps, comme vous dites, il l'a défendu, il y croyait. Alors quand il y a eu cette histoire de sextet, d'affaires et autres, comment il a vécu les choses, Didier Deschamps? Comment il a vraiment vécu en se levant le matin, en se couchant le soir? Est-ce que c'était aussi difficile? Parce que pendant 1 an et demi, il l'a côtoyé et il l'a sélectionné en équipe de France et il l'a fait jouer. Pourtant, les stats n'étaient quand même pas très glorieuses. C'est la plus grande période de disette en équipe de France. Il est à 1200 minutes sans marquer. C'était beaucoup. Deschamps le soutenait, l'a toujours soutenu dans ces moments-là. Mais on voyait bien que ça ne fonctionnait pas. Quelles que soient les associations autour de lui, c'était pas efficace. Ni pour Benzema, ni pour l'équipe de France. Et voilà. Et or, il s'est trouvé que contraint et forcé par les circonstances, Didier Deschamps doit se priver de 2 de ses titulaires. Les 2 protagonistes de l'affaire, Benzema et Valbuena. Valbuena qui était le joueur qu'il avait le plus utilisé jusque-là. Voilà, il doit être remplacé. Or, les solutions de remplacement qu'il trouve, avec notamment Griezmann, Giroud, à l'époque il n'y avait pas encore l'explosion de Mbappé, ou Dembélé, il n'y avait pas encore ça. Les solutions qu'il trouve fonctionnent bien. Pourquoi rappeler des gens qui sont illustrés dans une affaire et qui en plus ça fonctionnait pas si bien. En plus, plus d'1 an après, on voit l'émergence de nouveaux talents. Qui aujourd'hui va préférer prendre Valbuena pour parler d'un cas qui est complètement réglé, ou même Benzema? Qui va préférer un Benzema à l'avenir qui est incarné par Mbappé ou Dembélé? Je crois qu'il y a assez peu de débat en fait. Quels sont vos projets pour la suite, Jean-Philippe Bouchard? Moi, je souhaite de mon cœur que la France gagne la Coupe du Monde et qu'on continue de parler du management de Didier Deschamps, que ce soit une sorte de consécration, parce que finalement, si on regarde l'héritage, Deschamps c'est un enfant d'Aimé Jacquet, et Dieu sait que Aimé Jacquet a dû subir des flots psychiques avant de remporter la Coupe du Monde. Mais s'il pouvait suivre le même destin, ça me ravirait. Et puis vous, vos projets d'écriture, il y en a? Vous êtes sur d'autres ouvrages ou non, pas forcément, ou sur d'autres projets quelconques? Comme vous l'avez signalé en introduction, moi je suis passé un petit peu de l'autre côté du miroir, parce que j'ai commis cet ouvrage parce qu'il me parodiait depuis longtemps, mais maintenant je suis plutôt sur le côté éditeur, et c'est assez compliqué de faire au feu. Donc maintenant je consacre plus de temps à m'occuper d'autres auteurs et à lancer d'autres livres que les miens. Après, se remettre à l'ouvrage, on verra ce que donne la Coupe du Monde, on verra ce qui se passe. Non, peut-être. Et les circonstances nous conduiront à reprendre la pluie.
Jean-Philippe Bouchard, passons tout de suite, et pour terminer, si vous le voulez bien, à la minute cool. Oui, une petite minute sympathique. C'est parti. Plutôt Zidane ou Platini? Platini. Êtes-vous plutôt Olympique Lyonnais ou Association sportive de Saint-Étienne? Tout Saint-Étienne. Quel est le plus beau souvenir footballistique que vous gardez? Je dirais sans doute la demi-finale de la Coupe du Monde 82 à Séville, même si c'est une défaite. Et ça reste un souvenir très fort. Pour vous, quel est le meilleur joueur du moment? Compliqué, sans doute Mohamed Salah. Thomas Tuchel au PSG, on y croit ou on n'y croit pas? Compliqué aussi, je pense qu'il a énormément de talent, mais que l'environnement parisien est très très compliqué à gérer pour un entraîneur. Et je parle de la politique du club et de ses dirigeants. On l'a vu notamment avec Unai Emery, un parti du côté de Arsenal. On lui souhaite bon vent et qu'il réussite avec les Gunners. Hein. Ça va être une tâche aussi difficile de remplacer Arsène Wenger. Plutôt sucré ou salé? Allez, Voyage en bateau ou en avion? avion. Jean-Philippe Bouchard, si vous auriez un rêve, ce serait? Ce serait aller plonger pour voir la grande barrière de corail. Excellent ça. Mais écoutez, on espère que ce rêve va se réaliser en tous les cas pour vous. C'est tout bal qu'on vous souhaite. Un beau rêve. Ouais, il est pas si éloigné que ça. Il travaille. Bien ça, bien. Jean-Philippe Bouchard, rappelons que vous êtes l'auteur de l'ouvrage Dans la tête de Didier Deschamps. Tous ses secrets d'entraîneur, c'est aux éditions Solar. On remercie les éditions Solar une nouvelle fois. Merci à vous pour ce beau partage. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été l'invité de la chronique de Guillaume Sautet, Jean-Philippe Bouchard. Merci à vous. Toute l'équipe de l'Espace des Livres et les Plaisirs de Marque-Page vous remercie pour votre écoute et de votre fidélité. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures littéraires. Prenez soin de vous. Bonne lecture à tous. Salut!